Je vous souhaite, je vous souhaite un bon visionnage. Ursule, je te donne la parole. Je vous invite à les noter. Vous pouvez les mettre dans le clavardage ou à la fin de la présentation, ouvrir micro et vidéo. Je veux juste m'assurer au niveau du son, il y a des rénovations chez mon voisin, les joies du télétravail. Est-ce que c'est bien filtré, Jérémy, au niveau du son? Je vais fermer le plus On a un possible. fond sonore, mais globalement, on t'entend bien. Comme cette première page, l'information. Jérémy, pardon, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, merci. Merci pour le pouce, Monsieur Cortial. Alors, allons-y pour la présentation. Alors, ce projet d'analyse coût-avantage de l'adaptation aux inondations et aux risques fluviaux en contexte de changement climatique j'en étais le pilote. J'ai repris en 2019 le projet à la suite de Laurent Da Silva et j'aimerais souligner là, vraiment la notion de travail d'équipe qui s'est manifestée dans ce projet-là avec mes collaborateurs privilégiés, à la fois chez Ouranos, Annabelle Laby, Raphaël Desjardins, Caroline Simard, Hugo Morin, Dorothée Heinrich, mais aussi dans les institutions académiques, Mélanie Trudel, Salma Gobji, Mohamed Bizani Manzar et Robert Lecomte à l'Université de Sherbrooke au niveau de l'analyse des aléas et Jérémy Roch, ici présent, qui a fait partie de manière privilégiée de l'équipe technique et l'équipe de projet. Donc, quand on parle de risques fluviaux, on parle non seulement d'inondations en eau libre, mais également d'inondations par emballes de glace, d'érosion des berges. On a adopté là, une vision large des risques fluviaux. On voulait essayer de trouver les meilleures solutions qui allaient ramener des coûts évités, qui allaient ramener des avantages sur face à plusieurs problématiques, plutôt que d'avoir une vision très succincte de la dynamique du territoire. Donc, c'est un projet qui a été financé, oui, par Ouranos, mais surtout par Ressources naturelles Canada, le gouvernement du Québec, la Fédération canadienne des municipalités, et qui n'aurait pu avoir été mené à bien sans la contribution significative du ROBVQ et ses membres, en particulier le COBARIC et le COGESAF, et également la CBJC qui a participé au comité de suivi. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire une introduction, je vais parler de la mobilisation des parties prenantes, comment on a réalisé ça, l'analyse des inondations en climat futur, la portion d'analyse économique avec ses résultats et finalement les retombées et limites pour l'adaptation. Alors, pourquoi les inondations? Bien, comme vous le savez sans doute, les dernières décennies ont coûté cher au Québec. On parle de 189 millions de dollars par année au Québec en dollars de 2012. C'est l'aléa climatique le plus dommageable en ce moment au Québec, mais également au Canada. Et donc, il y avait ce besoin d'outiller les communautés pour faire face à ces risques particuliers liés aux rivières. Et on s'est donné comme objectif de développer une méthodologie en se basant sur l'expertise qui avait été développée en analyse coût-avantage dans le secteur maritime il y a quelques années chez Ouranos, auquel j'avais participé également, et transférer cette méthode-là à la réalité du dynamisme des rivières. Donc, l'ACA, pourquoi? Son petit nom, c'est parce que nous devons faire des choix. On a donc des ressources limitées pour faire face à de multiples problèmes, des problèmes qui touchent divers aspects de la société, que ce soit des aspects de conservation, des aspects de conciliation d'usage, des aspects de production agricole, autant que d'habitation résidentielle en milieu urbain. Et donc, ça suscite des défis à concilier les intérêts de ces divers acteurs-là. L'intention, si on se ramène à la figure d'une analyse coût-avantage, c'est de réduire le plus possible le coût des mesures et d'optimiser les avantages d'un point de vue collectif.
Donc, les avantages sont de deux grandes catégories, soit les coûts évités, les coûts qu'on peut éviter liés aux dommages d'inondation ou aux dommages de risques fluviaux, mais aussi en optimisant, en maximisant dans les solutions les bénéfices environnementaux offerts par ces solutions-là. Pourquoi l'ACA également? Parce qu'elle a un aspect quantitatif, hein, c'est de comparer un ensemble de solutions de diverses natures et de le ramener sur une base commune de comparaison qui est ici la valeur monétaire. Et donc, cette base quantitative-là, il y a une notion de projection dans le temps des flux économiques et donc est assez favorable à l'intégration de scénarios de changement climatique. On a adopté une perspective sur 50 ans. On aurait pu le faire aussi même sur 100 ans et aussi grâce à l'expertise qu'on avait développée déjà présente chez Uranus. Donc, cet objectif général était d'outiller les communautés aux prises avec les problématiques d'inondation riveraines et autres aléas fluviaux en produisant une analyse économique de l'ensemble des coûts des avantages de diverses solutions d'adaptation. Le projet a donc démarré en 2018 et c'est une méthodologie classique, je dirais, de gestion de risque, une démarche de gestion de risque. Et l'analyse coût-avantage comme telle est assez classique, mais c'est son application au secteur de la gestion des risques naturels qui en fait une démarche, je dirais, innovante, y compris l'aspect de participation et de mobilisation des communautés. Donc, on part à l'étape numéro 1 avec l'établissement du contexte, l'analyse de risque, c'est-à-dire d'approfondir les aléas autant que les enjeux en intégrant les changements climatiques. L'étape numéro 3, analyser l'inventaire des solutions d'adaptation, mais aussi de les comparer entre elles et d'essayer d'évaluer les coûts de chacune de ces mesures-là autant que leur efficacité. L'analyse économique numéro 4 finalement une représentation d'une évaluation d'impact, mais en termes économiques. Des impacts positifs seraient des avantages, des impacts négatifs seraient nos coûts. Et finalement, le numéro 5, c'est la phase à laquelle nous sommes rendus, soit la valorisation des résultats. Dans les bandes oranges de chaque côté, vous avez des piliers incontournables dans cette démarche-là, soit la mobilisation des communautés et la consultation d'experts académiques. Également, la mise en place d'un comité de suivi tout à droite, ainsi que des critères d'évaluation de succès pour assurer une bonne gestion du projet. Donc, juste pour vous donner un aperçu là, de ce à quoi peut ressembler cette dynamique collaborative-là, au cœur de la démarche, il y a la coordination d'experts multidisciplinaires en adaptation. Juste au-dessus, vous avez un comité de suivi de projet avec les bailleurs de fonds, mais aussi avec des experts académiques. On avait des experts notamment en analyse économique. Et la coordination, ce rôle de chef d'orchestre-là, permet à la fois de mobiliser des instances participatives complètement à la gauche, qu'on appelle nos experts locaux du milieu via le COGESAF, le COBARIC. Ensuite, on a un échelon où on mobilisait un comité local de suivi, un CLS, qui a permis de rassembler des professionnels de divers groupes d'intérêt, divers groupes d'acteurs à l'échelle locale ou à l'échelle du site d'études. On peut parler de l'UPA, de la MRC, d'aménagistes également, de représentants de certaines municipalités. Et la dernière instance participative était ce qu'on appelle l'ACP, l'Assemblée consultative de priorisation, où là, on cerne une catégorie d'acteurs en particulier avec lequel on fait un processus démocratique tout au long du projet. Donc, je vous en parle un peu plus en détail éventuellement. À côté de ça, il y a les experts en mobilisation, la ROBVQ, nous, chez Uranus, des experts en analyse des aléas et changements climatiques, hydrologiques, hydrauliques, hydrogéomorphologiques, qui proviennent de diverses institutions. Finalement, des experts en évaluation d'impact, adaptation et prise de décision. Et cet échelon du milieu, c'est ce qu'on a appelé notre comité technique pour conseiller et diriger le projet. Alors, comment répondre à cet objectif d'outiller les communautés? On y est allé par le développement de 2 études de cas à diverses échelles pour essayer de développer une méthode qui soit transférable, réplicable, adaptable à d'autres échelles de prise de décision. À gauche, la première étude de cas était celle de la rivière Quaticook dans la municipalité de Compton, qui est un site où il y a eu plusieurs événements de crues historiques, 2011, 2015, 2019, qui sont également accompagnés d'autres aléas, que ce soit de l'érosion des berges, mais également la formation de cônes alluviaux à la rencontre entre les talus des affluents vers la rivière principale et avec la plaine inondable, pardon. Également, il y avait des phénomènes d'avulsion dans l'historique de la rivière où il y a des changements soudains du tracé de la rivière par érosion lors d'événements dits torrentiels.
Et on est dans un secteur plus particulièrement agricole. Et il s'agissait d'une communauté faisant partie là, de Résalience. La deuxième étude de cas était celle du bassin versant au complet de la rivière Chaudière. Il s'agit d'un bassin versant où il y a des inondations récurrentes. On les voit souvent dans l'actualité avec leur problématique, oui, d'inondations en eau libre, mais aussi liées aux embacs de glace. Et ici, malgré de petites superficies urbaines, c'est vraiment l'enjeu qui était dominant à l'échelle de l'ensemble du bassin versant, mais aussi le rôle des milieux hydriques et humides potentiels à réduire les inondations. Donc, on s'est synchronisé pour venir en soutien à l'élaboration du PRMHH, donc le plan de valorisation régionale là, des milieux hydriques et humides qui était en cours. Et donc, je pense que nos résultats ont bien influencé une partie du processus mené notamment avec le COBARIC et la MRC de l'Aude-Binière. Une des particularités de notre approche de réduction de risque, c'est la perspective multi-aléa. Comme on le disait, sur un même territoire, on ne peut pas garder une vision tunnel spécifique aux inondations en eau libre. Comme vous le voyez, un extrait là, de la cartographie en ligne de la MRC de Quaticook, il y a un chevauchement spatial de plusieurs aléas liés à la rivière au même endroit. Et donc, on a dû faire face à un problème où la connaissance elle est limitée et à des échelles différentes pour chacun des aléas. Donc, au niveau des aléas d'inondation en eau libre et d'érosion des berges, les connaissances sont plus avancées. On est capable d'avoir des probabilités de récurrence, d'avoir une approche qu'on dit probabiliste. Par contre, au niveau des inondations par embac, des cônes alluviaux et des avulsions, il s'agit plus de dénombrement de type présence-absence, donc des couches qui sont quand même inscrites au schéma d'aménagement comme des contraintes à l'aménagement naturel, des contraintes naturelles à l'aménagement, pardon, mais on ne pouvait pas pousser plus loin la mécanique de dénombrement des coûts et des flux annuels de coûts. Donc, on en a tenu compte dans des analyses résiduelles pour s'assurer que les solutions qu'on envisageait allaient à tout le moins pas empirer la situation et générer davantage de coûts pour ces aléas résiduels-là. Donc, un aperçu des résultats complets, puis ensuite, je vous explique la démarche par laquelle on est passé pour en arriver à ces résultats-là. Donc, vous avez dans la première colonne les coûts du statu quo. On voit en haut Compton et Chaudière. Premièrement, l'envergure des coûts qu'on dit si on continue les pratiques actuelles sur 50 ans, ça générera des dommages d'environ 4,5 à 5 millions de dollars pour Compton et de près de 40 à 43 millions de dollars pour le bassin dans l'ensemble de la Chaudière. Et vous avez ici un intervalle selon les RCP, donc les scénarios de concentration de gaz à effet de serre, RCP 4,5 et 8,5, c'est à peu près le spectre là, des possibles au niveau des modèles climatiques globaux mis à l'échelle régionale pour chacun des sites d'études. Au niveau des scénarios d'adaptation, pour essayer d'éviter le gros de ces dommages-là, comment est-ce qu'on peut faire pour aller trouver des solutions qui ne coûtent pas trop cher, qui nous amènent des coûts évités, donc des avantages, mais aussi qui amènent certains bénéfices au niveau environnemental. Alors, notre but, c'était de comparer vraiment diverses approches, que ce soit du contrôle de la rivière, des approches dites structurelles où on rajoute du béton, on drague, comme vous voyez avec la pépine dans les pictogrammes, où on met des méga bassins de rétention ou même des chapelets de plus petits bassins de rétention avec des enrochements pour stabiliser la berge, versus des approches dites où on va plus, non pas contrôler la rivière, mais réduire les enjeux, les sources de dommages, les retirer des secteurs qui sont exposés. Et là, on évalue divers degrés de tolérance au risque, c'est-à-dire on n'a plus aucune tolérance et on enlève tous les actifs dans un corridor dit vert. Donc, un scénario de mobilité efficace, par exemple, le numéro 4 pour Compton, où là, on retire même les actifs agricoles, tout ça redevient des espaces de conservation. Versus des approches un peu plus hybrides où, au niveau de Compton, ça se manifeste par un corridor assez étroit, multi-aléa, une réglementation des secteurs agricoles pour essayer d'avoir des cultures qui sont tolérantes, un peu plus en harmonie avec la présence, une fois de temps en temps, d'inondations. Également, là, on a exploré là, des pratiques hydro-agricoles aussi pour optimiser les cultures en place et réduire notamment là, les flux sédimentaires qui génèrent des cônes alluviaux. Au niveau de Chaudière, il y avait la problématique urbaine, donc ces approches un peu plus hybrides
sont d'immuniser certains bâtiments lorsqu'on applique le programme du MSP, donc de relocaliser lorsqu'on a atteint là, la limite à vie de dédommagement des bâtiments. Donc, relocaliser et également cette notion de corridor aléa assez mince, étroit aux abords du chenal principal où ça peut se manifester dans la chaudière par des bandes riveraines un peu surdimensionnées de l'ordre de 15 mètres, mais aussi de connecter ça avec des milieux humides qui sont potentiels, qui ont déjà été préidentifiés, donc de générer des nouveaux corridors écologiques. Si on regarde au niveau de la rentabilité de ces scénarios, pour Compton, vous voyez que les 3 premiers scénarios de contrôle de la rivière sont dans le rouge, donc dans le négatif. Donc, au niveau de leur rentabilité économique, ça veut dire que le coût de la mesure est vraiment, dépasse largement les avantages, donc les coûts évités de ces mesures-là. Et ça semble être le numéro 5 là, pour Compton, qui est cette mobilité modeste, je dirais, avec un corridor multi-aléa, des usages durables pour lesquels on tolère un certain risque, mais on réglemente quand même les actifs qui sont exposés dans la zone agricole. Au niveau de Chaudière, vous voyez que les scénarios 2 et 3, donc celui de corridor tout vert et d'immunisation collective, donc les fameuses digues qui protègent des foyers urbains qui avaient été proposés dès les années 90. Ce sont 2 scénarios où le coût des mesures dépasse largement là, les avantages qu'ils offrent. Au niveau du corridor, c'est notamment parce que la valeur foncière dans les milieux urbains, en particulier là, les valeurs commerciales, ça coûterait beaucoup trop cher à la société de racheter, de compenser ces milieux-là. Également, pour les digues, c'est à peu près du même ordre de grandeur, donc plusieurs centaines de millions de dollars à construire pour des gains qui sont très localisés, en fait, et pas beaucoup de gains pour les autres enjeux, notamment au niveau agricole. Et le petit symbole, par contre, de petits bassins avec de la végétation par-dessus, ce sont nos revalorisations, voire même de la création de milieux humides et hydriques. Dans les 2 études de cas, on utilise cette mesure-là dans des scénarios qu'on a construits avec les intervenants du milieu. Donc, ça semble être tout juste rentable là, pour le scénario numéro 1 dans la chaudière, mais ça ne règle pas le problème des enjeux urbains de rajouter des milieux humides et hydriques un peu partout. Donc, c'est vraiment les approches où on combine finalement un contrôle de la vulnérabilité, une réduction par l'immunisation de certains bâtiments, par la relocalisation que d'autres, tout en effectuant des modifications à l'aménagement du territoire par les milieux hydriques et humides et voire même un petit corridor très étroit multi-aléa qui nous permet d'aller chercher les meilleurs gains pour la société. Pour terminer sur cette diapo, donc tout à droite, la modélisation avec l'approche où on est vraiment allé remesurer l'efficacité sur les niveaux d'eau pour les scénarios qui se prêtaient à un contrôle de la rivière. Donc, juste pour le mentionner. Donc, ça, c'était un aperçu des résultats. Et maintenant, allons voir un peu plus en détail comment on y est arrivé. Donc, la pierre angulaire, pour moi, c'est vraiment la mobilisation des parties prenantes. Parce qu'il est possible, il faut le reconnaître, là, de faire des ACA qui sont déconnectés des milieux. On peut faire ça froidement dans un bureau, estimer nous-mêmes quels sont les enjeux à éviter, élaborer des matrices d'impact aussi des solutions envisagées et du statu quo. Toutefois, on rencontre toujours des problématiques d'accès aux données, mais surtout aussi d'acceptabilité. Donc, c'est vraiment une manière de construire la connaissance collective et d'en arriver à des scénarios qui sont construits avec les gens, puis de manière objective de leur présenter les coûts, les avantages de chacun. Donc, on a adopté l'approche du jury citoyen, dont le mandat principal des membres de l'Assemblée citoyenne était d'identifier et de prioriser les mesures d'adaptation à analyser. Donc, on l'a fait en 2 temps. Premièrement, d'identifier puis de construire des scénarios d'adaptation et à la toute fin, de prioriser les mesures à recommander. Et donc, c'est via cette entité qu'on a appelé les ACP, les Assemblées consultatives de priorisation. Toute cette démarche a permis finalement de tenir en compte le plus tôt possible dans la démarche d'enjeux d'acceptabilité sociale ou d'impacts sociaux qui étaient à prendre compte dans l'analyse, de créer aussi l'adhésion des principales parties prenantes aux solutions soumises à l'analyse, de faciliter le processus de transfert, d'appropriation, d'utilisation à la fin du projet, d'apporter un regard terrain sur la problématique et de prendre en compte les préoccupations des acteurs locaux dans l'analyse économique.
Concrètement, la démarche d'ensemble participative s'articule autour des deux triangles ou des deux trapèzes orangés, c'est-à-dire nos deux ateliers d'ACP. Donc, on fait des boucles où on mobilise notre CLS, nos experts du milieu, on leur parle du projet, des données qu'on a besoin pour mener le projet, du plan de match pour aller consulter un groupe d'acteurs en particulier. On valide ça avec eux autres. On réalise l'atelier d'ACP1 dont je vous parle à la prochaine diapo. On fait un retour en CLS3 sur comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on doit s'ajuster. Finalement, on planifie un deuxième atelier sur la base des résultats préliminaires et complets pour aller sonder là, et voter avec les participants lors de la CP2. On fait un retour lors du CLS5 pour bien raffiner la portée, la discussion, les intangibles qu'on n'a pas pu intégrer dans l'analyse quantitative pour finir avec la diffusion. Donc, cet atelier d'ACP numéro 1, c'est produit en 2 blocs. On a eu la chance de le faire en présentiel avec l'audition d'experts dans un premier bloc sur les changements climatiques et le site d'étude, sa dynamique, son historique, et ensuite dans un deuxième bloc sur les solutions. On a utilisé dans chacun de ces blocs-là le véhicule de la cartographie participative, soit par segment dans le cas d'une municipalité, donc sous-segment de la rivière, sous-segment homogène, et sous-bassin dans le cas de l'ensemble du bassin versant de la Chaudière. Et on a fait donc une cartographie dans le premier bloc des impacts pour aider à calibrer les modèles hydrologiques, hydrauliques, aider à bien percevoir la diversité des catégories d'impact qui étaient observées sur le milieu, mais aussi dans un deuxième bloc sur des solutions potentielles où on voit bassin de rétention à tel endroit, peut-être un petit barrage ou peut-être du dragage de tel endroit avec les gens. Et on finissait cet atelier avec une plénière sur les préoccupations, ce qui nous a permis de numériser ensuite ces impacts, ces solutions et d'en faire vraiment des scénarios qu'on évalue. Le comité technique s'est quand même donné la liberté là, de rajouter des scénarios qui ont été plus ambitieux au niveau de l'efficacité et finalement de faire une dernière boucle d'itération pour faire un scénario qui était optimisé à partir des leçons des premiers scénarios étudiés. Pour ce qui est de la CP2, on a dû s'adapter au mode virtuel. Donc, on y est allé par une présentation des résultats en plein air tout d'abord, suivi d'entretiens semi-dirigés en salle, où là, on visait 3 éléments, de recueillir les préoccupations résiduelles ou intangibles face aux résultats, d'identifier des obstacles à la mise en œuvre des solutions et de faire un peu du judo et de transformer ces obstacles-là en pistes de solutions pour essayer de déverrouiller la démarche de mise en œuvre. On a terminé cet atelier en salle par cette portion qui était en salle par un vote des gens dans chacune des salles sur leurs 3 scénarios préférés avec une ordination, ce qui nous a permis vraiment d'essayer de départager les préférences d'un certain groupe d'acteurs. Pour Compton, c'était les agriculteurs. Pour Chaudière, c'était les aménagistes. Et ensuite, de départager aussi l'opinion des professionnels du milieu au sein des CLS. On a terminé ce deuxième atelier par une plénière à la lumière de ces réflexions, ces pistes de préoccupation, qu'est-ce qui reste comme préoccupation, puis comme des pistes qui sont consensuelles entre toutes les tables, où on a utilisé la carte mentale en simultané pour prendre des notes, organiser les idées, et comme ça, tout le monde a la même information en direct et adhère finalement à ces éléments qui permettent de nuancer la discussion sur la portée des résultats dans les rapports par la suite. Donc, sur la mobilisation des parties prenantes, les leçons qu'on en tire, c'est faut souligner le succès de la séquence petite formation suivie d'un exercice de cartographie, d'une part sur les impacts, d'autre part sur les solutions. Au niveau technique, l'appui de la carte a vraiment créé une certaine, je dirais, une magie dans la salle. Donc, au niveau technique, ça s'est bien passé. Les gens se reconnaissent. Après un peu d'appropriation, où suis-je sur mon territoire après ça, c'est vraiment un bon filon là, pour nourrir la discussion. Ça leur permet de s'approprier le projet. Et le fait d'avoir construit des scénarios qu'on a par la suite évalués avec ces personnes-là, c'est vraiment une valorisation directe de leur contribution dans le projet. Également, soulignons que la notion de CLS est vraiment un incontournable pour mobiliser les acteurs locaux, mais aussi avoir accès à des données locales. On a vu aussi, j'aimerais souligner, la générosité de certains partenaires
qui nous ont appuyés en termes de cartographie, mais en termes aussi de données, de statistiques, de valeurs foncières, comme eux vont être des relayeurs de demandes d'informations, de données dont on n'aurait pas pu se passer. On a fait face, bien sûr, à certains défis d'adaptation au virtuel, surtout pour certains participants là, qui étaient à plus faible littératie numérique. Là, le deuxième atelier, on a eu un peu moins de participation. On va essayer de se rattraper éventuellement par une activité en présentiel, j'espère, autour de l'automne prochain. Dans les leçons, ne pas sous-estimer le temps et les compétences requises pour de telles démarches, juste la gestion de ces nombreux partenaires, la planification des événements, la préparation logistique du matériel, le nombre de présentations qu'on a faites, c'est une tâche en soi qu'il ne faut pas escamoter et sous-estimer. Par contre, ça en vaut la chandelle, cet investissement-là, à mon avis, parce que c'est une valeur ajoutée indiscutable par rapport à une étude qu'on ferait desktop, comme on dit, là, donc dans un bureau, qui aurait été beaucoup moins pertinente, beaucoup moins endossée par les milieux. Dans les pistes d'amélioration, là où on aurait pu se rendre si on avait pu faire l'atelier numéro 2 physiquement, ça aurait été d'utiliser des méthodes d'assemblée délibérative là, pour quantifier certains intangibles, des notions de cohésion sociale, d'aller un petit peu plus loin là, pour essayer de leur donner un poids à tout le moins un peu plus quantitatif. Donc, surtout pour les intangibles, je dirais, sociaux. Et on envisageait aussi de faire une analyse multicritère sociale pour la priorisation là, des solutions avec la triple perspective du développement durable, économie, environnement, social par la suite pour la priorisation. Donc, pistes à explorer si jamais vous voulez vous les approprier. Ça, c'était la partie mobilisation. Donc, plongeons maintenant dans les contenus plus d'inondation en climat futur et d'analyse coût-avantage. En quelques mots sur les tendances des changements climatiques. Premièrement, on a mobilisé là, les portraits climatiques juste pour vulgariser, je dirais, là, les tendances auprès des différentes instances participatives. Donc, on attendait un réchauffement des températures dans les 2 études de cas, mais aussi une augmentation possible des précipitations intenses d'ici la fin du siècle. Donc, ça nous permet d'aller chercher des statistiques assez facilement, des millimètres anticipés. Je vous invite à consulter les portraits climatiques de votre secteur. Et on a mouliné ensuite des scénarios qui ont été fournis par mon collègue Marco Brand, des scénarios climatiques pour les périodes de référence, mais aussi le climat futur. Vous avez donc les flèches bleues et rouges là, pour les différents horizons de temps. On est parti donc de ces modèles climatiques-là, de référence future, avec les intrants qui sont les delta précipitation, delta température, TEP, qui ont ensuite été mobilisés dans la modélisation hydrologique avec le logiciel SWAT, qui ont permis de produire des débits en continu sur chacune des rivières. Cela permet par la suite d'utiliser l'analyse fréquentielle. Donc, ce sont des analyses statistiques des extrêmes qui nous permettent d'élaborer des PDA, des probabilités de dépassement annuel, à une échelle mensuelle, en fait. Donc, pour chaque mois, ça nous donne une probabilité de dépassement annuel. Ceci constitue ensuite un intrant à la modélisation hydraulique, donc via ECRAS, celle qui permet de passer du débit vers des niveaux d'eau sur le terrain. Juste une petite astérisque ici, on a vraiment frappé un défi avec la chaudière. Premièrement, un défi étant donné l'ampleur du bassin versant. Deuxièmement, un défi parce que la bathymétrie n'était pas disponible pour le bassin de la chaudière. Donc, avec votre collègue Jérémy Rock, il a développé une méthode géostatistique qui partait là, de l'Atlas hydroclimatique, qui mobilisait les travaux de Concordia et l'équipe de Pascal Biron pour en arriver à transformer nos débits avec changement climatique en niveau d'eau sur le terrain. Ce n'est pas aussi précis, là, bien sûr, qu'une analyse hydraulique, mais pour les besoins d'une ACA, c'était très satisfaisant. On parle d'analyse de sensibilité à environ 20 cm d'incertitude au sol. Donc, je vous invite à consulter notamment là, la méthodologie de Trudel et Gobji qui ont toutes fait cette chaîne-là de modélisation climatique, hydrologique, hydraulique pour la rivière Quaticook. Quels sont les résultats de cette portion d'inondation en climat futur? On parle d'augmentation de température qui réduit le couvert de neige et donc de modification du régime de précipitation.
Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les événements plus exceptionnels augmenteront, mais plus en particulier durant la période estivale. Quand on regarde le graphique qui est à droite avec la probabilité à la verticale et chacun des mois à l'horizontale, c'est notre histogramme. Et ce qui frappe l'œil, ce sont les deux grandes barres bleues et rouges qui survenaient au mois d'avril, donc dans la période de référence et le premier horizon, mais qui tranquillement s'affaissent pour laisser place à une augmentation des barres mauves là, dans les mois d'avril, mais également dans les mois de mai, juin, juillet et également août, voire même peut-être septembre. Donc, c'est vraiment une redistribution de la quantité de précipitations sur une année sous forme d'événements plus extrêmes, notamment dans la période estivale. Et ça, même si on restait à un bilan net au niveau des précipitations, juste le fait qu'il y a un décalage dans les saisons, ça augmente les dommages anticipés, notamment pour le secteur agricole. Ça influence directement le cycle de production. On était comme habitué de planter après les inondations printanières. Toutefois, ça exerce une pression vraiment qu'on peut anticiper sur tout le cycle de production agricole d'ici la fin du siècle. Pour ce qui est du bassin de la Chaudière, on observe sensiblement les mêmes modifications d'effets du changement climatique sur le régime hydraulique, un déverencement de la période de crue printanière, des débits hivernaux plus élevés. On voyait même là, des décrues au mois de décembre dernier. On a vu qu'il y a un secteur de la Chaudière, donc chacun des 5 panneaux qui sont ici, ce sont des sous-bassins qu'on a dû segmenter pour faire l'analyse, sinon c'était trop laborieux et pour avoir un peu plus de résolution aussi. Donc, on a vu que la moyenne chaudière était un peu moins sensible aux variations, un grand secteur de plaine inondable, un peu plus capable d'absorber des événements. Cette étude-là s'est concentrée également sur l'efficacité des milieux hydriques et humides. Donc, je vous invite à aller consulter Bizani-Manzar et Lecomte 2020, où on voit bien l'effet en fait de l'utilisation du territoire sur l'augmentation des crues. Dans un statu quo, si on change pas sensiblement l'utilisation, mis à part là, les développements qui sont déjà autorisés, on parle d'expansion urbaine à Lévis, par exemple, ou dans d'autres milieux plus urbains, les changements anticipés vont empirer les crues dans le futur. Et face à ces changements-là, il semblerait là, que l'efficacité des milieux humides riverains soit plus importante que celle des milieux humides isolés, et encore davantage lorsqu'on est aux abords là, du chenal principal de la Chaudière que dans ses affluents. Par rapport aux milieux isolés, ils ont quand même une certaine efficacité à noter, mais plus on est en aval, plus c'est important comparativement à l'amont. Donc, je vous invite à aller consulter cette source pour en savoir davantage sur cette efficacité qui, somme toute, est quand même assez modérée. C'est vraiment dans le scénario le plus ambitieux où on réussissait, en termes de milieu hydrique et humide, où on réussissait là, pour certains sous-bassins à atteindre un seuil de réduction bénéfique des inondations grâce au milieu humide et hydrique. Mais ça prend des ambitions qui sont quand même importantes. On en parlera un petit peu plus loin. Alors, prochaine section, celle de l'analyse économique. L'idée ici, j'attire votre attention sur le graphique qui est à gauche où on a les coûts nets dans le temps et le temps à l'horizontale. L'idée, c'est d'essayer de réduire les coûts d'ensemble pour la société. Alors, partons de la ligne noire là, du point zéro où on établit notre scénario de référence, le SQ. Et on essaie d'élaborer des scénarios qui vont faire baisser les coûts du scénario de référence. Donc, ce sont nos coûts évités par diverses mesures, là, que ce soit des digues, des corridors, des mesures comportementales aussi. Par exemple, de réduire le nombre d'actifs de cinéma maison dans les sous-sols. Ça, ce sont des simples mesures comportementales qui permettent de réduire les dommages en indemnisation que vont fournir là, la société par rapport à la situation actuelle. Donc, à côté de ça, chacune de ces solutions-là également, donc ça nous amène au scénario d'adaptation et chacun de ces scénarios-là entraîne lui-même des conséquences indirectes, notamment des bénéfices environnementaux qui font réduire l'ensemble des coûts nets de chacun des scénarios d'adaptation en comparaison avec le scénario de référence. Par contre, il faut rajouter le coût de chacun des scénarios, donc le petit triangle gris qui, lui, nous fait remonter légèrement. Donc, l'idée, c'est lorsqu'on fait la somme de chacun des coûts des scénarios, des coûts évités, ainsi que des bénéfices environnementaux, lequel de nos scénarios nous amène le plus près de la ligne de zéro, finalement, dans le temps. Donc,
On utilise une technique, là, premièrement, on utilise des dollars constants de 2019, mais on utilise aussi une technique qu'on appelle d'actualisation pour tenir compte là, dans nos flux monétaires annuels, par exemple là, des dommages annuels moyens, tenir compte qu'il y a des enjeux intergénérationnels et que les choix qu'on fait aujourd'hui nous auront des conséquences dans le futur versus si on attend d'investir dans 30 ans, par exemple, ça peut exacerber certains coûts pour les générations futures. Donc, le principe d'actualisation nous permet de rééquilibrer ces inégalités entre les générations. Et donc, les meilleures pratiques au niveau de l'analyse économique, c'est d'utiliser des taux décroissants, des montants annuels, soit un 4 pour la première période d'études et un 2 pour la dernière période d'études. Et il y a même certains économistes qui suggèrent éventuellement de le faire à 0 pour bien équilibrer les flux entre les générations. À côté de ça, on utilise 3 indicateurs économiques pour essayer de déterminer et prioriser là, lesquelles solutions sont collectivement les plus avantageuses. Le premier s'appelle la valeur actuelle nette. Donc, c'est cette somme là, des coûts de scénario, des coûts évités, des bénéfices environnementaux et des autres impacts quantifiés sur lesquels on applique le taux décroissant et on le compare au scénario de référence pour voir est-ce qu'on fait mieux que le statu quo ou c'est plus avantageux que le statu quo. Également, on utilise le deuxième indicateur économique, le ratio coût-avantage. Ce ratio-là, lorsqu'il est supérieur à 1, ça veut dire que pour chaque dollar investi, on a un retour finalement en bénéfice qui est supérieur à 1 dollar. Et le troisième, c'est le pourcentage de coûts évités du statu quo. Ça nous donne un aperçu là, de son efficacité à réduire les dommages encourus par la situation actuelle. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur certains des postes qu'on a quantifiés. On a vraiment évalué là, de plusieurs éléments. Donc, le coût des mesures, les coûts liés aux aléas, puis les impacts environnementaux notamment. Au niveau du coût des mesures, on a vraiment utilisé le cycle de vie au complet de chacune des mesures. On parle de coûts de conception, coûts de réalisation, coûts d'entretien. On aurait pu avoir des coûts de démantèlement, mais on n'a aucune solution qui le nécessitait. Donc, on s'est basé là, sur un inventaire sur la revue de la littérature, mais on est aussi allé consulter des experts de chacune des catégories de mesures, que ce soit des ingénieurs en conception d'enrochement, par exemple, ou de digues, ou d'autres experts davantage sur la conservation, la restauration des milieux naturels. Et donc, on a fait une annexe autoportante là, du coût des mesures qui va être lancée bientôt, que vous pourrez aller consulter des fiches mesures, notamment sur l'estimation de coût de ces diverses mesures-là qu'on a évaluées. Et à ne pas oublier, le dernier poste, c'est celui des coûts d'opportunité. Donc, il s'agit d'un coût de renonciation à un usage imposé par une mesure. Le meilleur avantage, c'est celui, par exemple, des corridors où on doit modifier ou transformer les usages en place et ça entraîne un coût de renonciation qui s'appelle le coût d'opportunité, qui pourrait finalement servir de valeur guide en termes de compensation pour les personnes qui étaient propriétaires de ces milieux-là ou qui perdent une certaine qualité de vie ou qui perdent certains revenus, par exemple. Pour ce qui est de la diversité des coûts liés aux aléas, donc voici un peu ce qu'on a appelé là, notre matrice arc-en-ciel de catégories de coûts. Donc, on parle de coûts, premièrement, dans les secteurs qu'on a évalués, il y avait le secteur municipal, économique, agricole, commercial, industriel, résidentiel et psychosocial, en plus des impacts environnementaux sur lesquels je reviendrai dans un instant. On a ensuite 2 colonnes. Il s'agit des impacts des inondations et des impacts de l'érosion des berges. Donc, la beauté de l'information plus avancée sur les inondations en eau libre, c'est qu'on pouvait avoir cette approche probabiliste où à partir des probabilités de dépassement annuel, ça nous permet d'aller évaluer les flux à chaque année, finalement, de dommages anticipés. Donc, au niveau des différents postes d'impact, il y a la gestion des urgences, le nettoyage des débris, la perte de productivité par fermeture de route ou des dommages aux bâtiments publics, à la fois les structures et leur contenu. Au niveau agricole, la perte de rendement, le nettoyage des débris, les dommages également aux bâtiments et contenus, aux structures et aux contenus des bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels. Également des dépenses liées aux évacuations lorsqu'il y avait des enjeux résidentiels
et des dépenses et pertes supplémentaires des sinistrés liés aux impacts psychosociaux. Et pour ce qui est des impacts de l'érosion, ben, c'était basé sur la perte de terre par érosion des berges et la valeur directe et indirecte perdue. Pour vous donner une idée, là, un aperçu de la mécanique, donc j'attire votre attention sur le graphique en haut à droite. Tout est dans la relation entre les probabilités de dépassement et les niveaux qu'on anticipe qui vont être atteints et si ça va dépasser ou pas le rez-de-chaussée, le R point, C point. Donc, si le niveau d'eau est anticipé qui va dépasser, bien là, on parle de dommages substantiels. Mais si c'est juste dans le sous-sol, il y a un petit peu des dommages qui s'accumulent comme flux annuel, mais c'est vraiment moins important que si on dépasse le seuil du rez-de-chaussée. Donc, on utilise, j'attire votre attention dans le graphique en bas, un taux d'endommagement relatif finalement à la valeur de ce bâtiment-là et on applique ce taux d'endommagement-là relatif qui dépendant de la hauteur de submersion et ça nous donne finalement les valeurs monétaires qui sont en jeu pour chacun des bâtiments. Donc, les facteurs principaux, la profondeur de submersion, la hauteur du rez-de-chaussée. On a également dérivé là, de cette relation niveau d'eau rez-de-chaussée des dommages au contenu, mais également des dommages dans le secteur psychosocial, les dépenses et dommages psychosociaux, également la gestion des urgences. Ça prend quand même de l'hébergement, des vêtements qui sont généralement admissibles au programme d'indemnisation, du nettoyage de débris. Au niveau du secteur industriel, les bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels, c'est un peu la même mécanique là, de taux d'endommagement, mais les courbes sont calibrées différemment pour ces catégories de bâtiments-là. Et finalement, pour la gestion des urgences à l'échelle des municipalités, on a appliqué un facteur de pondération issu de la littérature de Penning-Rosell 2013, donc environ 10% du coût des propriétés. Des coûts de dommages engendrés par aux propriétés. Pardon. Pour ce qui est du secteur agricole, ici, on n'est plus dans les points par point, mais c'est vraiment davantage au niveau des superficies affectées. Donc, on a 5 postes qu'on a considérés. La perte de rendement des cultures inondées, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent là, quand on discute avec les agriculteurs. Au numéro 2, la perte de superficie par érosion. C'est vraiment une perte nette pour laquelle, pour l'instant, c'est surtout les stabilisations qui sont utilisées. Troisièmement, l'ajout d'opérations pour le nettoyage des champs. Il y a des débris. Le champ n'est pas prêt à être utilisé tout de suite après une inondation. Donc, il y a des dépenses supplémentaires qui sont encourues par le nettoyage. Les dommages à la production, notamment animale, en particulier lorsqu'il y a rupture là, dans la continuité du réseau d'approvisionnement, de transport là, pour le lait, qui a quand même certains seuils critiques là, au bout de quelques jours, on perd la production si jamais la route est fermée trop longtemps et qu'on a un phénomène de ferme isolée. Et finalement, les autres dommages aux bâtiments, à la machinerie liés à la production agricole. Dernière catégorie d'impact dont je vous parle plus méthodologiquement, ce sont les impacts environnementaux. Donc, on a utilisé en haut à droite ce qu'on appelle le logiciel INVEST, Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs. C'est un logiciel, une suite de modules qu'on peut télécharger gratuitement et dont on a calibré des modules pour le sud du Québec. Donc, on a utilisé la séquestration du carbone, les nutriments azote, phosphore, les sédiments, la qualité de l'habitat. Et donc, on a réutilisé là, des paramètres de calibration basés sur Wood et Duprat qui vient tout juste d'être publié finalement. Donc, juste préciser que le seuil de détection des changements et des impacts environnementaux était de 30 mètres par 30 mètres. Donc, ça dépend de votre couche d'intrants au niveau de l'utilisation du sol. Alors, la question à laquelle on voulait répondre au niveau des impacts environnementaux, c'est quel changement d'utilisation du sol entraîne chacune des mesures comparativement à l'état de référence. Donc, selon les catégories de mesures, les impacts sont différents. Pour ce qui est des mesures dites plus structurelles là, de contrôle de la rivière, c'est une empreinte directe. Par exemple, un bassin qu'on rajoute de sédimentation ou du dragage, c'est une empreinte vraiment plus liée à la superficie. Au niveau réglementaire, par exemple, des changements d'utilisation du sol ou d'encouragement de certaines pratiques agricoles, là, c'est vraiment toute la zone affectée. Si, par exemple, on venait restreindre les grandes cultures pour les transformer en cultures fourragères ou en céréales pérennes,
c'est vraiment toute la zone affectée qui est captée. Et finalement, il y a des mesures qui sont sans trace environnementale, sans empreinte, notamment l'immunisation des bâtiments. Donc, on ne change pas du tout la localisation, c'est vraiment un rehaussement. Et donc, ça, c'est un impact environnemental, mais en fait, il n'est pas spatial. Un exemple maintenant de ce que ça peut donner. Alors, on quantifie à gauche, par exemple, le flux de phosphore dans notre scénario de référence. Donc, on dresse l'état de référence de l'environnement. Et ensuite, on le compare avec nos scénarios qui sont spatialisés. On voit donc ici un exemple pour l'espace de mobilité efficace. Là, ça, c'était le tout corridor vert qui est assuré ici. Donc, on regarde finalement, on voit qu'on passe du rouge au mauve dans la zone qui est assurée, mais également au milieu de la figure, il y a tout un affluent ici où dorénavant, il y a plus de transport, beaucoup moins là, de transport de phosphore, moins de flux de phosphore. Donc, ça, c'est un exemple issu de l'étude de Compton. À partir de ça, il se fait une somme finalement de l'ensemble de la valeur des pixels et ça nous donne donc une valeur de flux pour le phosphore qu'on peut transformer en valeur économique. Donc, pour chacun des modules que vous voyez dans la première colonne, on a donc une sortie qui est une unité ou un score plus biophysique, donc une tonne séquestrée par année ou un kilogramme rejeté dans la rivière par année ou un score de qualité de l'habitat. Et on utilise une quantification donc, vous avez là, des ordres de grandeur et la référence dans le reste du tableau. On parle, par exemple, de la valeur sociale du carbone, un coût de traitement à l'usine ou des préférences déclarées. Vous avez les ordres de grandeur et si vous êtes intéressé à savoir plus sur cette démarche d'évaluation des impacts environnementaux, je vous invite à l'atelier qui sera donné par mon collègue Raphaël Desjardins jeudi matin prochain dans le cadre du rendez-vous des OBV. Donc, on a utilisé le plus possible des sources de données qu'on voulait réplicables et qui étaient adaptables à l'évolution des prix également. Donc, c'est possible de répéter cette démarche pour d'autres sites d'études. Alors, les derniers blocs, ce sont un peu plus de détails sur les résultats des deux études de cas. Donc, pour Compton, le scénario de référence, c'était de poursuivre l'enrochement et de continuer d'indemniser les agriculteurs pour les pertes subies. Donc, on parle d'indemnisation en nettoyage de champs, en stabilisation de berges, mais aussi en dommages des cultures. Et ce qui frappe l'œil dans nos résultats à hauteur d'environ 5 millions de dollars pour le statu quo. Donc, dans la figure de droite en orangé, c'est vraiment la dominance dans la légende des enjeux agricoles. On parle de près de 2 millions de dollars en perte de terre par érosion, plusieurs centaines de milliers de dollars en dommages aux cultures et également près de 2 millions de dollars en nettoyage de débris. Pour un total donc actualisé sur 50 ans de près de 5 millions de dollars. Et vous avez un peu l'occupation du sol dans la figure à droite où on voit la dominance en vert lime des terrains agricoles, mais également quelques problématiques résidentielles. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut éviter ce 5 millions de dollars-là? Les scénarios que j'ai présentés tantôt, juste pour vous rappeler, on a utilisé le numéro 1, stabilisation avec dragage, le deuxième, stabilisation acceptable avec enrochement, petit milieu hydrique et humide, petit bassin de rétention. Ensuite, stabilisation qu'on voulait efficace, donc on continue la stabilisation de berge par enrochement végétalisé, mais aussi un méga bassin à l'entrée du site d'étude pour essayer de contrôler le mieux possible la rivière. On parle d'un bassin placé dans un terrain vacant de l'ordre de 7 piscines olympiques. Malheureusement, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Le numéro 4, mobilité efficace, le corridor de mobilité plus intégrale, où on retire les actifs qui génèrent des dommages finalement de ce milieu-là pour le redonner en bénéfice pour la société et en service écosystémique. Le numéro 5, mobilité qu'on a dit hybride, où c'est vraiment plus un petit corridor multi-aléa. On se débarrasse finalement d'un paquet de charges mentales, excusez-moi l'expression, et on atténue un peu les dommages en réglementant certaines cultures dans le secteur agricole exposées aux inondations. Des pratiques hydro-agricoles, de petits aménagements sur l'ensemble des affluents. Et une combinaison numéro 7 de ces mesures hydro-agricoles, de petits bassins d'eau claire, par exemple, ou des seuils de reprofilage des fossés également. Donc, ce que ça donne comme résultat,
Alors, regardons la figure en premier lieu. Dans les 3 premiers scénarios, vous avez encore l'axe vertical qui est les millions de dollars en valeur actualisée nette sur 50 ans. La légende multicouleur, c'est chacun des postes d'impact. En gris, ce qui frappe l'œil, c'est le coût des mesures qui est beaucoup dans le négatif pour les 3 premiers scénarios. Donc, vous avez en noir la ligne de 0. Ce qui est en dessous de la ligne, ce sont des coûts, comme le coût des mesures. Ce qui est au-dessus de la ligne, ce sont des coûts évités ou des avantages en bénéfices écosystémiques. Donc, pour les 3 premiers scénarios, plus on a des ambitions de contrôle de la rivière, plus ça coûte cher, mais on voit que l'efficacité n'est pas tant que ça au rendez-vous. Alors que les scénarios où on retire certains actifs, quitte à compenser certaines pertes de jouissance ou d'usage ou de revenus, donc ça, c'est la partie en gris assuré, bien, ça nous amène quand même des bénéfices qui sont plus significatifs. Le bilan net des coûts et des avantages, c'est le point blanc entouré de noir. Donc, on voit que les scénarios sont un peu plus de conciliation des usages, je dirais, on tolère un certain seuil, mais on va quand même essayer d'éviter jusqu'à près de 70 dans le cas de la mobilité efficace hybride. C'est le 5e scénario avec le corridor multi-aléa. Nous amène un avantage collectif quand même net. Si on se réfère en dessous au triangle gris entouré de noir, on parle pour chaque dollar investi, on parle d'un retour de 1,56 $ de coûts évités et d'avantages écosystémiques. Donc, le bilan net de ce 5e scénario, donc c'est, comme je disais, un peu, quand même 2-3 millions de dédommagement à certains groupes qui ont une certaine perte de jouissance. Toutefois, un avantage collectif significatif de réduire les dommages agricoles et d'ajouter des gains écosystémiques. Alors, sur 50 ans à Compton, les approches de contrôle de l'aléa sont moins avantageuses que le statu quo. Donc, on part d'une vanne de moins 4,5 millions à près de moins 32 millions. L'adaptation des pratiques agricoles est bénéfique pour l'environnement, mais malheureusement, elle évite peu de coûts parce qu'on agit sur les bassins affluents, mais pas tant sur les secteurs qui sont exposés. Par contre, il y a une certaine opportunité de le combiner avec le corridor de mobilité multi-aléa. C'est vraiment le corridor étroit où on tolère un certain risque dans les secteurs agricoles qui s'est avéré le plus avantageux. Et passons maintenant donc encore Compton. Un détail en fait un peu de détails sur le contenu de ce scénario-là. On parle de 3,5 millions en coûts d'opportunité, 1,4 million en coûts évités et 1,9, presque 2 millions en bénéfices environnementaux, surtout en gain en qualité de l'eau en passant. Donc, les limites de ce scénario, c'est la réduction nette d'une certaine zone agricole et ça exerce une pression sur les producteurs agricoles du territoire, d'autant que, comme vous le voyez par l'image aérienne, le territoire est beaucoup déboisé et il n'y a donc pas beaucoup de place à faire une relocalisation agricole pour maintenir les quotas. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? C'est des questions de société que ça soulève. On voit l'avantage collectif, mais il faut réfléchir à comment mettre en œuvre cette option-là. Pour Chaudière, c'est la même figure de statu quo, c'est la même légende, mais là, on voit vraiment apparaître les bandes mauve et fuchsia qui sont l'enjeu dominant au niveau du résidentiel et des impacts psychosociaux. Précisons qu'on avait déjà intégré les relocalisations effectuées dans le statu quo jusqu'à l'automne, celles qui avaient été effectuées jusqu'à l'automne dernier. Mais il en reste quand même dans le futur à relocaliser qui vont atteindre le seuil de relocalisation. Donc, on parle d'un enjeu total résidentiel d'environ près de 28 millions. C'est vraiment presque le 3/4 des impacts du scénario de référence sont associés à cet enjeu. Et au passage, pour chaque dollar de dommages résidentiels, s'ajoute environ 0,42 $ d'impacts sociaux indirects. On parlait de qualité de vie, stress, perturbation du sommeil, etc. Il reste qu'il y a 3 enjeux majeurs sur le territoire en marge de ça, qui sont un peu plus dans l'ombre, mais néanmoins très importants en termes de gestion du territoire. C'est les dommages au secteur public, à la fois en dépenses de gestion des urgences, mais aussi dans les bâtiments institutionnels à près de 4 millions.
Également, les bâtiments commerciaux industriels, près de 4 millions également. Et dans le secteur agricole, un autre près de 4 millions jusqu'à 1370 hectares touchés potentiellement si on perpétue le scénario de référence sur 50 ans. Je vais passer un peu plus vite sur les scénarios d'adaptation évalués. Comme vous vous rappelez, il y avait tout un spectre d'approches d'aménagement des milieux naturels acceptables versus plus ambitieux, une approche de contrôle de digues et une approche où on essayait de concilier les usages avec de l'immunisation, de la relocalisation de bâtiments, mais aussi des milieux hydriques et humides pour atténuer l'ensemble de la diversité des dommages auxquels faisait face le bassin. Donc, les résultats, c'est le dernier scénario tout à droite où on a réussi à optimiser, je disais, à réduire le plus possible les coûts de la mesure tout en ayant cherché le maximum de coûts évités au niveau résidentiel, plus de 40 % dans ce cas-là. Donc, il s'agit du scénario où on immunise, on relocalise et en plus de ça, on conserve les milieux hydriques et humides en incluant un petit corridor le long du chenal principal constitué de bandes riveraines élargies et à certains endroits connectés avec des milieux humides riverains protégés. Donc, les grandes approches en infrastructure grise ouverte sont moins avantageuses que le statu quo. Les mesures de valorisation des milieux hydriques acceptables et rentables, ça c'est le premier scénario que vous voyez complètement à gauche de la figure. Donc, oui, on a des bénéfices environnementaux. Par contre, on ne réussit pas à éviter les impacts au niveau de l'enjeu principal résidentiel, malheureusement, ni commercial ou de gestion des urgences. Donc, à lui seul, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne réglera pas le problème des inondations. La combinaison des MHH acceptables avec immunisation et relocalisation des bâtiments permet une vanne supérieure et l'immunisation individuelle des bâtiments résidentiels et commerciaux à elle-même est sans regret également. Tout ça pour dire que la conservation, la valorisation des milieux hydriques et humides reste tout à fait pertinente. On le voyait dans Compton où les flux de phosphore sont vraiment atténués. Les gains les plus importants à aller chercher, c'est au niveau de la qualité de l'eau, très légèrement au niveau des coûts évités liés aux inondations, mais ça ne constitue pas une mesure panacée, je dirais, qui va régler tous les problèmes, notamment dans les milieux urbains. Un autre exemple pour le scénario le plus rentable pour Chaudière, on voit un peu l'effet environnemental des bandes riveraines qui se manifestent là, dans les figures de flux de phosphore du statu quo du scénario optimisé. On voit un secteur en jaune là, qui devient transformé en bleu foncé. Donc, c'est vraiment une baisse significative. On parle de plus de 600 000 $ de plus qu'en service écosystémique, les milieux hydriques et humides acceptables, dont 50 % grâce aux bandes riveraines. On parle ici là, de 1,33 $ de bénéfices par mètre carré de bandes riveraines connectées dans un couloir. Et donc, on parle d'un ratio avantage-coût de 1,95 $ pour chaque dollar investi pour ce scénario le plus rentable. Pour terminer, nous avons fait des analyses de sensibilité pour tester la robustesse des résultats. Est-ce qu'un paramètre fait changer la décision? Dans la présentation que vous pourrez télécharger, on a laissé les diapos, mais aujourd'hui, je ne les présenterai pas. C'était sans regret au niveau des scénarios climatiques. Il y a seulement le taux d'actualisation à 6 % là, qui faisait varier, mais c'est une pratique qui est en perte de vitesse pour les enjeux intergénérationnels. Donc, ça nous donne une bonne confiance dans nos résultats. On a réalisé également une analyse des enjeux résiduels, quels sont les bénéfices potentiels sur les enjeux ou les risques potentiels là, sur les enjeux non quantifiés. On parle des autres aléas ou d'enjeux davantage sociaux comme la cohésion sociale. Donc, on y est allé plus par du multicritère à ce niveau-là et ça reste que les solutions qu'on proposait étaient robustes face à ces analyses d'enjeux-là. Il y a juste au niveau des cônes alluviaux qu'il faudrait envisager dans une phase séparée là, l'ajout d'ouvrages hydro-agricoles à Compton. La dernière analyse complémentaire était une analyse de redistribution. On se pose toujours la question, dans ces scénarios-là, qui perd, qui gagne la société, les producteurs agricoles, les résidents, et donc de quel montant pourrait-on compenser? Donc, je prends une minute pour vous la présenter. Alors, il s'agit en fait d'attribuer un poids représentant les coûts et les bénéfices supportés par chaque groupe d'acteurs pour chaque type d'impact monétisé. Donc, on repart avec notre grille
notre matrice d'impact et on dit celui-là, c'est 100% à tel acteur, celui-là, c'est moitié-moitié. Il y a un programme de subvention qui indemnise à 70%, mais il y a un 25% qui est supporté par les agriculteurs, par exemple. Et donc, on recalcule les vannes du point de vue de chacun de ces acteurs-là. Donc, les groupes d'acteurs considérés, la société, les municipalités, les agriculteurs et les sinistrés. Et vous avez le résultat dans le tableau à droite pour chacune des 2 études de cas du scénario qui était dit gagnant du point de vue de l'analyse économique. Ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau de Compton, il y a vraiment un désavantage marqué là, des agriculteurs de l'ordre de 2 millions de dollars. Donc, ils assument près de la moitié là, des avantages pour la société et il y aurait tout lieu de compenser pour les agriculteurs. Néanmoins, il faut se dire dans les résultats, là, le premier point, c'est que le statu quo, les pratiques actuelles sont très dispendieuses pour la société. On parle de 60 à 70% des coûts du statu quo qui incombent à la société. Donc, à Compton, il y a cette opportunité d'aller vers un corridor multi-aléa, mais c'est conditionnel à des options de redistribution des bénéfices collectifs vers les agriculteurs. Dans le cas de Chaudière, c'était assez équilibré, la mesure d'indemnisation individuelle, parfois de relocalisation, combinée à la valorisation des milieux hydriques et humides distribués comprenant des bandes riveraines connectées aux abords de la Chaudière. Ça amène des avantages qui ne sont pas trop disparates entre les catégories d'acteurs. Donc, une analyse intéressante. Alors, en conclusion, les retombées pour l'adaptation, ce projet démontre l'importance de trouver l'équilibre entre l'efficacité, les coûts des mesures et les bénéfices écosystémiques, l'intérêt de combiner l'analyse coût-avantage avec une approche participative et une approche multi-aléa dans un cadre de réduction des risques, l'intérêt de quantifier la valeur des services écosystémiques au sein d'une analyse coût-avantage. Le projet, avant même sa sortie, a généré des retombées directes pour l'adaptation, notamment le soutien à la gestion du territoire dans la Chaudière. Donc, les résultats préliminaires complets ont permis la mise à jour du PDE et des objectifs de conservation déposés par le COBARIC au MELCC, mais également là, de fournir un point de vue scientifique et objectif pour l'élaboration du PRMHH de la Chaudière qui est en cours. Au niveau des retombées dans le secteur de Compton, c'est une sensibilisation des acteurs agricoles à Compton, mais aussi à l'échelle de la société. On est déjà en dialogue là, avec le MAPAC notamment pour voir quelle place doit occuper là, cette transformation des secteurs agricoles exposés. On sait que dans le plan d'agriculture durable, on parle d'agriculture durable, mais la notion de résilience aux événements extrêmes a été, je dirais, laissée de côté dans ce plan-là. Donc, c'est de voir quels sont les mécanismes là, pour conserver, assurer une certaine sécurité alimentaire des régions, mais aussi voir une conservation là, des territoires, voire même une expansion des secteurs agricoles. Donc, pour vous outiller et outiller les communautés concernées, 3 livrables à venir dans les prochaines semaines, c'est en cours de révision en ce moment. Les 2 rapports d'études de cas, mais aussi un guide analyse coût-avantage des options d'adaptation aux inondations, un guide méthodologique pour répéter cette méthode-là. Donc, les limites, c'est donc la mise en œuvre des options d'adaptation. Notre mandat s'arrêtait à déterminer lesquelles étaient les plus avantageuses. Déjà, on amène une perspective de qui est favorisé, défavorisé avec les analyses de redistribution. Donc, il y a vraiment un défi là, de mise en œuvre des infrastructures naturelles auxquelles on doit faire face, mais je pense qu'il y a un bon momentum en ce moment, autant au provincial, au fédéral, pour investir dans les infrastructures naturelles. Donc, j'ai confiance que dans les prochaines années, il y aura la mise en place d'une gouvernance favorable à la mise en œuvre de ces solutions-là. La notion de mécanisme de compensation qui s'avère nécessaire. Et finalement, des enjeux sectoriels comme celui de la perte de terres agricoles dans des secteurs multi-aléas à forte probabilité. Alors, j'aimerais remercier sincèrement les personnes que vous voyez à l'écran, Robert Lecomte, Salma Gobji, Mohamed Bizani-Manzar, Mélanie Trudel, Caroline Simard, mes collègues Raphaël, Dorothy, Annabelle, Jérémy et tous les bailleurs de fonds pour ce projet. Et place aux questions.
Un grand merci Ursule pour cette présentation. En effet, on va prendre le temps de collecter un petit peu les questions. Dans le chat, là, j'ai actuellement une question de Yves Corto de l'OBV Témiscamingue. Alors, je vais la lire telle qu'elle. Est-ce que nous changeons de mentalité et de pratique? Oula, j'ai perdu le fil de conversation. Est-ce que nous changeons de mentalité et de pratique en raison de la gentrification de nos communautés? J'entends par là que quelques décennies plus tôt, il n'y avait pas de cinéma maison dans les sous-sols, les biens valaient moins cher qu'aujourd'hui et étaient plus résilients, moins sensibles aux inondations. A-t-on bien fait d'utiliser jusqu'ici les milieux riverains pour nous développer, même si aujourd'hui cela ne semble plus viable? Question ouvrant un éditorial éventuellement. Ben, je pense qu'il y a un phénomène fondamentalement humain en arrière de l'attraction des humains pour les milieux riverains, pour la mer, la vue sur la mer, l'accès à la mer. Il y a effectivement des coûts concentrés sur les propriétés à plus faible valeur et les foyers, les ménages finalement plus économiquement défavorisés ou socio-économiquement défavorisés. Donc, je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que dorénavant, habiter, vivre vraiment les deux pieds au bord de l'eau, ça signifie des dommages anticipés, ça signifie donc des coûts d'opération du bâtiment, des coûts d'entretien, des coûts de restauration et de rénovation plus importants que ça l'était auparavant. Donc, effectivement, ça génère en tant que tel une ségrégation de l'accès à l'habitation les deux pieds au bord de l'eau. Toutefois, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les opportunités de faire des aménagements qui sont bénéfiques pour la collectivité. Je pense à Rigaud qui a eu des déménagements massifs dans un secteur où ça devient finalement une opportunité pour la municipalité de réaménager puis redonner des accès collectifs. Puis que, ultimement, d'opérer une transformation où ce ne sont pas qu'une privatisation puis que les riches qui habitent au bord de l'eau, mais bien de redonner des accès, de favoriser une démocratisation de l'espace naturel au bord de l'eau, de tous les services écosystémiques que ça peut redonner. Maintenant, il va y avoir des tests de réalisme. Là, comme tout le monde connaît là, le phénomène du gruyère ou du mitage là, dans les plans d'aménagement. Si on délocalise basé sur le seuil d'indemnisation maximale à vie, bâtiment par bâtiment, à un moment donné, ça ne sera plus rentable d'offrir des services publics comme l'aqueduc, les égouts qui doivent être sous vide et compagnie dans certains des secteurs. Fait qu'il va y avoir des renonciations collectives, malheureusement, à faire et soit qu'on attend qu'elles surviennent parce qu'on attend les dommages ou qu'on est proactif et qu'on les planifie pour dire on enlève le résidentiel, on peut peut-être garder des modèles, j'ai même entendu là, des modèles d'utilisation commerciale, mais saisonnière. On le voyait, je l'ai vu notamment dans mes études en Europe où il y avait des petits commerces mobiles finalement qui venaient plus proches dans la base saison, la saison d'étiage où c'est moins un danger. Et lorsqu'il y avait plus de dangers saisonniers, là, on se retirait des espaces. Donc, il faut repenser effectivement du point de vue de la planification des quartiers, les différents usages et en même temps aussi la combinaison des usages. On ne peut pas dire j'enlève tout le résidentiel, mais je laisse le commercial industriel parce que ça coûte trop cher de racheter le fond de terre. Donc, je pense qu'on a des réflexions à mener de ce point de vue-là. J'espère que ça répond. C'est une réponse complète. J'ai une suggestion de question là, qui m'est apportée sur l'impact de la flambée des prix des résidences, des terres agricoles et des matériaux sur peut-être l'analyse de sensibilité des scénarios proposés. Oui. Donc, à Compton, ça s'est avéré très criant. On le voit venir. Il y a une rareté là, des terres agricoles. Pour le prix des matériaux, je ne m'enfoncerai pas trop parce qu'on a pris les valeurs guides d'indemnisation pour le rehaussement des premiers planchers basés sur le programme du MSP. Pour le prix de la terre, effectivement, on en arrive à être coincé finalement parce que soit que qui va payer pour les impacts, les dommages subis?
À un moment donné, pour l'instant, c'est des programmes d'assurance récolte, c'est des programmes de remboursement de stabilisation de berges, ce sont des programmes de remboursement des dépenses de nettoyage des champs qui sont tous assumés à 70 ou plus par le public. À côté de ça, on ne peut pas délocaliser les secteurs agricoles. Donc, ça constitue, la pression des changements climatiques constitue une décroissance obligée de la superficie. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Il y a à côté de ça le développement urbain, la conservation de la forêt. Donc, en ce moment, c'est vraiment le milieu agricole qui subit, où les coûts sont concentrés. Le fait de pouvoir rester de pouvoir continuer à cultiver en zone inondable est envisageable, mais il faut quand même reconnaître, comme on le voyait dans les scénarios climatiques, qu'il va y avoir davantage d'événements et donc on peut anticiper qu'il va y avoir plus, les programmes de remboursement de dommages vont être plus importants. Je pense qu'il faut quand même se poser la question, il est où notre seuil de tolérance collective à payer pour ces dommages-là, pour la résilience des fermes? Est-ce qu'on devrait en assumer 100% des pertes ou on peut dire peut-être, comme dans le milieu résidentiel, ben, pour les, je sais pas, il va y avoir une limite à vie là, que vous allez pouvoir être dédommagé. Autrement, vous devez vous ajuster. Puis je sais qu'en arrière de ça, il y a la notion de quota, de j'ai besoin de ma superficie pour épandre, mais dans la pratique, on ne peut pas épandre non plus jusqu'au bord de la rivière. Donc, il y a clairement des discussions, un ajustement à faire. Au niveau de la sensibilité, effectivement, si on doublait là, le prix vers un prix hypothétique de 20, c'était pour Compton, là, donc par exemple, là, 25 000 de l'hectare de rachat, ça faisait légèrement varier la rentabilité de la solution. Par contre, je n'ai pas de mémoire là, laquelle venait en premier. C'est peut-être le statu quo, mais le statu quo, d'une certaine manière, dans ma perspective de stabilisation de berge, il n'est pas idéal non plus. On est dans une rivière torrentielle ultra dynamique où c'est utopique là, de continuer de contrôler cette rivière-là qui est à régime torrentiel. Donc, on met de la roche, d'autant que les mesures qui sont favorisées, qui sont acceptées par le MAPAC en dédommagement, en stabilisation, c'est de l'enrochement classique. Il faudrait à tout le moins envisager un statu quo où on passe de l'enrochement classique à des stabilisations par phytotechnologie, voire peut-être hybride là, si vraiment c'est nécessaire. Mais ça va, à un moment donné, ça va être de l'argent aussi lancé par les fenêtres. Donc, je pense qu'il y a une réanalyse à faire là, de ce point de vue-là, de comment adapter le secteur agricole à ces multiples pressions-là pour permettre le maintien, à tout le moins, des quotas ou accepter une réduction de la production agricole ou sa délocalisation à d'autres endroits. Puis, ce n'est pas à moi, je pense que c'est collectivement qu'il faut trouver la réponse à tout ça. C'était vraiment, ça dépasse le mandat de notre analyse économique. Merci. On est rendu à midi. Ursule, je ne veux pas te retenir, mais est-ce que tu serais prête à prendre d'autres questions, une ou deux? Oui, ça va me faire plaisir de rester. On va en prendre deux. Donc, la première est de Philippe Dufour et après, je donnerai la parole à Michel Leclerc. Philippe Dufour, BV CAPSA. Dans le cas de l'étude sur la rivière Chaudière, les inondations par les glaces ont une grande importance. Quels ont été les défis d'inclure l'élément glace hiver dans vos calculs? Merci pour la question. Donc, on a dû malheureusement le traiter comme un aléa non probabiliste. À ma connaissance, il existe, on est rendu là, dans la construction de la connaissance sur l'aléa à des indices là, de propension aux embâcles de glace par segment de rivière, mais il manque tout un travail pour aller ensuite dire c'est quoi la probabilité de dommages sur les territoires qui vont être endommagés si ce segment-là, si survient un embâcle à ce segment-là. Donc, il y a toute une mécanique d'écoulement des fluides, de modélisation hydraulique dans ce cas-là qui est à faire. Donc, le défi, c'est que la connaissance n'est pas mûre pour calculer des flux annuels de dommages. Maintenant, on a pris la démarche, on a pris un chemin de contournement, je dirais, pour s'assurer que les options, comme on disait, là, de corridor, celles qui étaient recommandées, d'immunisation, bien,
ça avait du sens quand même, ça n'allait pas empirer les aléas liés aux glaces, aux emballages de glace. Donc, les défis, c'est qu'on n'est pas rendu mûr dans la connaissance pour, premièrement, faire une projection, une cartographie du risque vraiment sur le territoire et encore moins d'ajouter la composante changement climatique à ces scénarios cartographiques de risque. Oui, merci. L'approche multi-aléa aussi a permis quand même de couvrir des territoires suffisamment denses. C'est sûr qu'au niveau des postes d'impact, c'est un peu plus compliqué de venir définir définitivement. Ouais. Peut-être aussi, ce que je n'ai pas présenté, c'est que dans nos premières étapes, il y a vraiment un dénombrement, une superposition géomatique là, des secteurs d'exposition avec les bâtiments, les routes, les territoires exposés. Donc, à partir du moment où on a une couche spatialisée, au moins, on peut le rentrer dans une matrice multirisque qui fait qu'on va prioriser dans les scénarios à construire là, ces secteurs-là qui sont fortement exposés à de multiples aléas. Super. Michel, je te donne la parole. OK. Vous m'entendez? Oui. Alors, Ursule, écoute, je m'excuse parce que j'ai pas retenu ton nom de famille, là, mais je vais dire je vais t'appeler Ursule. Oui. Je suis hydraulicien, hydrologue à la MRC Vaudreuil-Soulanges, anciennement professeur hydraulique environnementale à l'INRS, là, et j'ai eu l'occasion de participer après les années 2000 aux premières analyses coût-avantage avec des collègues à toi là, d'Ouranos, entre autres. Et j'ai pu participer à quelques analyses coût-avantage d'érosion et d'inondation, entre autres à Châteauguay, Pointe-aux-Outardes, etc. Bon, ces études-là étaient loin d'avoir le degré d'aboutissement de ce que tu nous as présenté ce matin. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à toute la présentation. Je n'ai perdu peut-être des bouts au début, là, mais je voulais juste attirer ton attention sur une couple de points. Mon intérêt dans l'analyse coût-avantage est plus lié au secteur résidentiel. Donc, les dommages résidentiels, c'est ceux-là qui ont le plus d'impact peut-être sur les populations, les communautés, et politiquement aussi. Donc, ça a été mon intérêt principal. Concernant les relations submersion-dommage, les premières courbes dont on parle, là, celle de Bonifay, puis on a eu d'autres avant ça qui avaient été proposées par Taha Warda, professeur de l'INRS, ont été développées à l'époque au sein de mon équipe à l'INRS. Et il y a des nouvelles courbes maintenant qui ont été développées par l'ingénieur Bernard Doyon de Pêche Océan et la garde côtière. Et ces nouvelles courbes-là sont en phase de validation actuellement pour la Commission mixte internationale. Elles ont été appliquées en primeur dans le secteur de Saint-André-d'Argenteuil, Rigaud, Pointe-Fortune, au lac de Deux-Montagnes. Et elles comprennent 12 jeux de courbes pour des secteurs desservis par les services municipaux ou des secteurs non desservis pour 1 étage, 2 étages avec sous-sol, sous-sol fini, pas fini, etc. Ces courbes-là, je pourrais te les montrer éventuellement si tu veux prendre contact avec moi, là, soit à travers l'INRS ou la MRC Vaudreuil-Soulanges. Ça va me faire plaisir de te les montrer. Bien, tout à fait. Merci de le pointer. En fait, on le sait là, que les courbes de Bonifay des années 2000 datent un peu. Là, c'est ce qu'on avait à portée de main, mais ça constitue un chantier en tant que tel d'avoir des courbes qui sont calibrées pour différents secteurs au Québec. Je pense qu'on commence à avoir une masse critique là, de bâtiments qui ont été bien évalués en termes de taux d'endommagement, de valeur, tout ça. Il y aurait vraiment une belle mise en commun à faire pour avoir des courbes de référence. Nous, elles n'étaient pas disponibles au moment opportun dans le projet, mais je veux vous rassurer qu'on est en contact avec M. Doyon via le projet de la CMI pour le Richelieu. On a des interfaces assez fréquentes avec eux autres. OK. Alors, la question que je voulais poser, c'était par rapport à la prise en compte des fréquences des aléas. Oui. À Saint-André-d'Argenteuil, on vient de compléter une étude actuellement. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir. C'est avec Pascal Marceau, José Pellan, etc.
on a utilisé une approche qui est la densité de probabilité annuelle, plutôt que les probabilités au dépassement, là, qui sont souvent utilisées en hydrologie, et pour pondérer les dommages moyens annuels vécus par le secteur résidentiel. Est-ce que c'est quelque chose d'analogue qui a été fait dans les exemples que tu m'as proposés? Malheureusement, je n'ai pas vu ce segment-là de ta présentation, donc je ne peux pas... Je n'ai pas de diapo là, sur le calcul des dommages annuels moyens, autre que on avait 7 récurrences qui ont été calculées. Maintenant, on a un projet mi-taxe avec Mathieu Boudreau, là, eux, où ils vont vraiment faire une simulation au cours des 50 prochaines années par du rééchantillonnage de Monte-Carlo pour essayer d'établir des meilleurs jeux là, de probabilité. Mais nous, on est allé avec la méthode classique de dommages annuels moyens issue de l'intégrale des probabilités associées à chacune des récurrences. OK. De toute façon, notre rapport qui a été soumis à Saint-André-d'Argenteuil va être présenté cet après-midi même aux autorités municipales par le ministère de la Sécurité publique. Tu pourras toujours demander la copie de mon rapport, là. C'est très élaboré comme démarche, là, parce que ça comprend tout l'aspect hydraulique, l'aspect fréquentiel, l'aspect de dommage. Et en plus, ça comprend une prise en compte du principe de précaution. Parce que quand on regarde les probabilités des événements, on peut choisir les probabilités optimistes, on peut choisir les probabilités pessimistes aussi. Et bon, c'est une approche qui est fréquentielle, évidemment, quand on a à choisir une distribution statistique, on a quand même une certaine marge de manœuvre par rapport à ça pour introduire un principe de précaution. C'est ce qu'on a fait pour Saint-André d'Argenteuil. Alors, écoute, je pense que moi, j'attendais le moment propice là, pour entrer en contact avec toi, là, parce que je pense qu'on aura éventuellement des collaborations à avoir là, importantes là, pour, entre autres, là, la gestion des risques sur l'Outaouais, à Rigaud notamment, et un peu partout là, autour du lac de Deux-Montagnes. Ben oui, ça me fera plaisir de rester en contact. Juste pour clore là-dessus, on réfléchit là, à du transfert technologique. Donc, par exemple, nous, on a codé les fonctions de Bonifay, mais il y aurait tout lieu là, que ce soit un transfert qui soit vivant, mais justement qui s'améliore au gré des différentes publications éventuellement. Donc, je vous invite à l'atelier que Jérémy va donner jeudi matin là, sur la modélisation hydrologique, hydraulique et géostatistique également. Donc, effectivement, il y a plusieurs méthodes qui se développent et elles s'appliquent dans divers contextes. Au passage, il y aura aussi une autre heure de formation sur l'analyse économique plus poussée là, par ma collègue économiste Annabelle Lamy jeudi matin aussi. OK. Au plaisir. C'est bon, merci. Merci pour ces interventions. Merci encore à Ursule Boyer-Villemer, coordinatrice de l'équipe analyse socio-économique en adaptation chez Oranos, pour cette présentation. Sur ce, je pense que je vais vous souhaiter à toutes et à tous un bon appétit. On se retrouvera cet après-midi pour l'atelier sur les bureaux de projet en inondation. Merci encore Ursule pour cette très éclairante présentation et puis à très bientôt. Merci beaucoup, c'est tout le plaisir pour moi. À l'après-midi.